prêt, Jacques? Là, c'est bon, tu peux y aller quand tu veux. Ça va, le son? On va pouvoir démarrer alors. Oui. D'accord. Henri Maldinet, nous vous remercions de nous accorder cette rencontre, une nouvelle fois sur le rapport architecture et philosophie. Et aujourd'hui, nous vous sollicitons sur les questions de la rencontre entre éthique et architecture. Et peut-être la question que je voudrais vous poser, c'est peut-on dire que l'architecture est une éthique ? Je pense qu'il faut prendre la question même en amont. Avant de parler de l'architecture, parler de l'art dans son unité. Par conséquent, établir le point de rencontre entre esthétique et éthique. Et je crois que ce point de rencontre n'a presque jamais été déterminé. Car n'a jamais été vraiment déterminé ce qu'était à la fois le récepteur et l'auteur d'une œuvre d'art. Les deux se trouvant d'ailleurs dans la même situation lorsque l'artiste se trouve en face de son œuvre et s'aperçoit qu'en réalité, maître d'ouvrage, il n'était pas le maître d'œuvre. L'œuvre est au commencement de ses voies. Or, ce qui caractérise cette situation, c'est en premier lieu l'unicité de toute œuvre d'art. Il n'y a pas de passerelle. Je reprendrai ici ce qu'a très bien dit autrefois Oscar Becker sur cet extrémum du sensible qu'est une œuvre d'art, telle qu'on peut parcourir, disons, une infinité de figures intermédiaires qui paraissent y conduire, on ne la rencontrera jamais que par un saut. Et ce qui caractérise cette présence à l'œuvre, je dirais cette coprésence avec l'œuvre, c'est que celui qui se trouve en quelque sorte être le lieu même de sa révélation, se surprend lui-même pour la première fois comme moi. Ce qui n'est vrai ni de la logique, ni de l'éthique, ni le comportement logique, ni le comportement éthique, comme l'avait d'ailleurs très bien marqué Lukács, ne met en présence d'un moi, mais seulement en présence le comportement théorique, scientifique, d'une subjectivité en général, qui est en quelque sorte le pôle de l'ensemble des propositions vraies. Et en éthique, il ne rencontre pas ce qu'on peut appeler d'objet, il est véritablement sujet à qui s'adresse l'injonction éthique, formulée d'ailleurs par Schelling, le soi, sei. L'œuvre d'art, et Lukács dit bien, est le seul, enfin plutôt la coprésence à une œuvre d'art, est la seule situation dans laquelle le sujet et l'objet soient là présents. Je corrige, il ne s'agit pas de sujet, il ne s'agit pas d'objet. Ce n'est pas une relation de sujet-objet que cette situation de coprésence. C'est celle d'un moi et de cette œuvre, tous les deux en cet instant unique. Et pour la première fois peut-être, un moi se sent parce que, participant à l'existence d'une œuvre, lui-même existait. Et c'est là que se trouve le point de rencontre entre esthétique et éthique. Autrement dit, il faut toujours que, si on parle d'esthétique, se rendre compte qu'il ne s'agit
jamais de spectacle, mais vraiment d'existence. Et que une œuvre d'art est donc, je dirais, codéterminante, comme son témoin de ce moment unique où, disons, quelqu'un est en quelque sorte surpris par son propre avènement. Alors, on conçoit donc que l'épreuve d'une œuvre d'art ne laisse pas indemne ni intact, puisque le plus grave qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de se trouver lui-même, de trouver brusquement que de celui qui vient de se révéler en présence de l'œuvre, il était, sans le savoir, passible. Donc, c'est un instant, c'est l'instant d'une extrême gravité. Et il est immédiatement engagé, je dirais, dans une direction qui, à partir de là, essentiellement existentielle, lui est devenu, disons, je dirais, son destin, mais non pas son destin déterminé par un fatalisme quelconque, mais déterminé par cet avènement dont il vient d'être lui-même disons, non seulement, je ne dis pas l'auteur, mais le révélateur est disons, le sujet. Sujet qui... Mais vous voyez, ce que cela suppose, c'est que il ne s'agit pas du tout ni d'un théâtre, ni d'un spectacle. L'œuvre d'art, quelque chose de beaucoup plus important. Quelque chose, même pas de plus important, mais de fondamentalement différent. Alors, si on pose le problème, cette question à propos de l'architecture, on s'aperçoit que la mise en présence de quelqu'un dans une architecture a quelque chose, je dirais, en un sens de plus requérant encore que de n'importe quel art, parce que il est comme englobé dans l'expérience du fait qu'une architecture est un lieu qui se définit comme un lieu habité. Je le dirais, de tout art, peinture ou sculpture, il en est de même. Mais, disons, ici, entre l'espace habituel, l'espace du monde, et l'espace éprouvé, l'espace architectural, il y a une espèce de curieuse compénétration. Parce que cette espace habité transforme directement l'espace du monde. Je n'habite plus en tant que je suis l'être là d'un monde qui se mondéise sous la forme d'un projet. Alors, c'est en ce sens que l'architecture se détermine déjà à l'encontre d'un certain nombre, je dirais, de théories architecturales, qui est d'offrir des spectacles, alors qu'il s'agit d'offrir des lieux où exister, mais exister au sens plein, au sens vrai du mot, c'est-à-dire hors de soi, en suspension, dans
une ouverture qu'elle révèle. Voilà le point qui me paraît le point crucial. Donc, celui qui se trouve engagé dans cette situation, qui s'est découvert soi, ne peut plus être en n'importe quelle circonstance et activité que ce soit indifférent, puisque il a vraiment, dans cette rencontre où il est entré en lui-même, où il est entré en présence, il ne peut plus, à ce moment-là, l'oublier. Et dans toutes les autres circonstances de sa vie, où il a à résoudre une question éthique, cette présence reste, disons, non, bien plus que sa marque, reste, on peut dire, tout ce qui, de lui, est authentique. D'où la responsabilité considérable de l'architecture et des architectes. Soit qu'ils banalisent cette situation, soit qu'ils l'intègrent à des situations déjà jouées, en s'engageant simplement dans la trame habituelle du tissu social. Alors, comme je viens justement de parler de l'auto-révélation du moi en présence de cette œuvre, il faut distinguer cet art, le seul proprement art, de toute une série, je ne dis même pas d'approximation, mais de masques. Vous voyez, puisque je viens de parler du moi, je rencontre une question existentielle qui a, disons, une dimension psychologique immédiate. Disons d'un mot que l'existentiel ne se réduit jamais au pulsionnel, mais le transcende, et qu'il n'y a d'art qu'à cette condition. L'art des choix, on peut dire à toutes les époques, dans le pulsionnel. Et il en est une forme contemporaine et précontemporaine, tout à fait fréquente, c'est le vecteur paroxysmal. Le vecteur que son dit appelle critique, celui qui a ces deux facteurs épileptoïdes hystériques, qui réalise un véritable court-circuit du moi qui en empêche l'avènement. Oui, je disais donc qu'au niveau paroxysmal se produit un court-circuit qui empêche l'avènement du moi. Je dis que c'est caractéristique de l'expressionnisme dans l'art. Et Dieu sait qu'il abonde dans la mesure où le réalisme primaire, qui vise à la mise en image du monde, des êtres, etc., perçoit que cette image close, fermée sur soi,
n'a absolument rien qui corresponde à une expérience réelle. Aussi, introduisent-ils dans cette immédiateté fermée et insignifiante le trouble du négatif, sous la forme d'une introduction du pulsionnel et notamment du paroxysmal. D'autre part, c'est au vecteur sexuel qu'on a, qui court-circuite à son tour tous les avènements possibles du mois, mais ceci marque assez la tendance dominante de notre époque. Ben, il suffit de voir l'ensemble des spectacles de la rue ou de la télévision pour s'apercevoir aussitôt que perpétuellement, à l'existence authentique du moi, s'est substitué un surmoi qui enveloppe tout le monde dans sa bulle, et où il n'y a plus de communication, où ne règne que la contagion affective. Alors, on peut dire que c'est une tentation très ordinaire de l'architecture plus ou moins officielle aujourd'hui, que ces tentatives de séduction, et qui consistent essentiellement à établir, à systématiser l'inconnaissance ou la méconnaissance de chacun au profit d'une série de masques que sont aujourd'hui hystériquement partout les masques du nous, qui n'aboutissent qu'au on. Par conséquent, la mission de l'architecte est, au sens le plus propre du mot, humaine. Il s'agit, si vous voulez, de maintenir l'homme dans sa responsabilité et dans la gravité de l'acte qui le caractérise, ou plutôt qui le constitue en propre, qui est vraiment d'exister, pas simplement en soi, je veux dire en résorbé en lui-même, mais en avant de lui-même. Est-ce que, par rapport à la question justement de l'esthétique, qui d'une certaine manière va ouvrir à la question éthique, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, comme l'esthétique qui ouvre à l'éthique? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre lorsque vous que l'esthétique est aussi... Elle ouvre l'homme à l'homme. Elle ouvre chacun à soi. Hors de là, il n'y a qu'un théâtre du monde et qu'un jeu de masques. C'est-à-dire une fuite devant la réalité. Alors, à une époque comme la nôtre, où l'objectivation est universelle, où l'homme lui-même est devenu un objet, comme le reste, comme s'il était lui-même, faisait figure de reste à l'ensemble des choses, de la nature, et où on ne parle plus d'ailleurs de l'homme que comme facteur humain, de l'homme donc comme matériel, ressources, stockées, comme les ressources naturelles, et où il y a une réelle, je dirais, non seulement conspiration, dans ce sens, au niveau des États et au niveau des organisations
internationale, quelle qu'elle soit. Je crois j'allais dire il est temps, mais dès qu'il est temps, il n'est plus temps. Donc à ce moment, je pense que il ne peut s'agir que de conversion personnelle, multiple, avec une entente, et que je ne compte pas trop sur des mouvements collectifs de revendication qui retombent toujours finalement dans l'impasse du surmoi. Donc la question éthique, on la retrouve dès qu'on est dehors, quoi. Ou aussi quand on est dedans. Alors, voyez, il n'y a pas semblant. Voyez-vous que c'est déjà une architecture, disons, ce qu'on appelle, comme on dit, un urbanisme, mais où déjà le moïsme devient dangereux. Hein, on est déjà dans le système, donc dans l'objectivation. Eh bien, il agit directement. Enfin, la façon de se mouvoir, la façon de s'arrêter, la façon de passer les uns à côté des autres sans se rencontrer, est une chose extrêmement décisive. Or, on touche ici au problème le plus flagrant aujourd'hui, l'hypocrisie de la communication. On multiplie les moyens de communication à mesure que la communication a perdu son être, n'existe plus. Il n'y a plus de rencontres. Il y a des contacts. C'est-à-dire que chacun n'existe qu'à l'entreface. Or, exister à l'entreface, hein, c'est en quelque sorte exister à l'état de contamination diffuse, endosmose, exosmose. Donc, vous disiez justement tout de suite, vous avez prononcé un mot aussi qui rend compte enfin, de la situation. Vous voyez, quand je vois comment dirais-je, la dictature du jeu, du ludique, qui se veut festif et qui est fondé sur la perfusion universelle de tous en tous, je ne puis pas m'empêcher de croire qu'il y a là une intention, et on rencontrera facilement le triomphe d'un seul et même symbolisme devenu universel, qui est au fond celui de l'argent. Car comme Merleau-Ponty définit le symbole, n'est-ce pas, qui est l'investissement dans un étang de l'ouverture à l'être, cet étang aujourd'hui, c'est l'argent, où la notion de crédit n'est plus celle de croire en quelqu'un. Vous voyez ce que ça veut dire, avoir du crédit? On est en plein avoir. Alors, ceci est très difficile à faire entendre. Et je pense que celui qui ne s'est pas découvert, moi, et qui n'a pas eu cette expérience, cette épreuve esthétique au sens profond, qu'on peut avoir devant une œuvre d'art, mais qu'on peut avoir aussi devant un motif
de la nature, pas de bonne beauté de la nature, c'est déjà de la convention, mais un motif qui meut. Celui-là, et qui n'a pas fait cette épreuve, peut considérer comme un discours l'expérience que je suis en train d'exposer. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, le discours est devenu l'intermédiaire, aussi l'entremetteur universel. Parce qu'on en est arrivé également dans cette objectivation à cette idée destructrice de discours institué. Il n'y a qu'une chose qui soit instituée, c'est la langue. Mais quand le discours s'institue, devient lui-même une langue, il n'y a plus de parole. On ne peut plus parler. D'ailleurs, prenez un discours actuel d'un homme d'État quelconque, il n'y a pas de parole. Et c'est toujours le même système de mots qui sont devenus des objets, qui ne sont plus en prise sur des réalités, mais qui sont devenus eux-mêmes des thèmes. Il y a une thématisation universelle. Et on voit ça, il est évident, si on jette un coup d'œil tout de même sur les constructions actuelles dans les villes, c'est tout de même frappant. Mais évidemment, ça pose aussi la question de qui est qui. Quel est cet architecte qu'on va charger, qui va le charger, etc. On rencontre tout le système organisé, n'est pas dans la méconnaissance radicale de l'humain, livré à un destin comme peut-être n'importe quelle créature mécanisée. Alors, cela arrivera nécessairement au moment où l'information remplace la communication. Et l'informatique, l'éthique. Lorsque vous écrivez que l'esthétique est aussi une éthique, est-ce que vous pourriez nous en reparler un moment? Parce qu'en fait, vous venez nous expliquer... Eh bien, c'est là, c'est justement le point crucial. Du moment que, je ne peux pas dire l'expérience esthétique, mais l'épreuve esthétique est révélatrice en chacun de ce que réellement il est, ou je dis même plus que de ce que, du qui il est. On est dans la condition éthique par excellence. Qui implique toujours un ethos qui est un comportement et en même temps un séjour. Ce qui s'explique aisément dans l'art. Une forme est son propre lieu. Vous ne pouvez pas la déplacer, la mettre dans un autre espace. Ce n'est pas un signe, ce n'est pas une image. Elle est intransportable. Parce qu'elle instaure le lieu dans lequel elle apparaît. C'est ça une forme vivante. Pour cette raison fondamentale qu'elle est rythme et que c'est là sa dimension. Et tout rythme est générateur de l'espace qu'il implique. Alors, à ce moment, un être
qu'il découvre, disons, sa forme, découvre du même coup son lieu. Il voit quel est le où de sa présence réelle. Et à ce moment, par conséquent, il est, disons, dans la situation éthique par excellence, où, puisqu'il y a l'éthos qui représente à la fois le séjour et qui signifie également le comportement qui est expressif et constitutif de soi. Parce qu'un comportement n'est pas un simple phénomène, hein, c'est une expression, c'est pas une expression verbale, c'est une manifestation, c'est une épiphanie de soi. C'est-à-dire, au fond, c'est qui répond à l'autophanie de chacun. Or, cette idée d'épiphanie rejoint très exactement le sens même de l'espace. L'espace est le lieu de l'ouverture, n'est-ce pas, le lieu dans lequel je suis ouvert aux choses et les choses à moi aux autres. Hein, ce mystère extraordinaire du entre est de soi épiphanique. Et c'est au fond la première tâche, peut-être unique, d'une architecture, d'ouvrir un espace épiphanique. Auprès duquel tout le reste c'est du conditionnement, d'une fabrication de contenants pour des contenus. Or l'existence n'est pas de l'ordre du rapport contenant-contenu. C'est-à-dire qu'elle ne s'insère pas dans un espace dont couvre un projet déterminé. Au fond, ce qui manque dans toute cette situation, c'est ce qui est révélateur de l'existence, à la surprise. L'étonnement d'être. Qui coïncide toujours avec un événement transformateur. Et une architecture se présente, l'entrée dans une architecture ne peut être ressentie que comme un événement transformateur, un événement qui est celui de tout l'espace dans lequel un être est appelé à agir, à exister en suivant, disons, les incitations, les canaux rythmiques qui lui sont offerts. Et le rapport à l'altérité? Il n'existe que pour celui qui est moi. Là où il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'autre. Justement, là où le moi n'existe qu'en image, l'autre aussi. Et d'ailleurs, l'œuvre d'art, elle est aussi, est fondamentalement une altérité. Elle est ce que, moi qui la rencontre, je ne peux pas inventer. Même l'artiste. Il y a là un moment de l'existence qui transcende, je dirais, le projet, l'intentionnalité, hein, qui est justement ce qu'il y a de surprenant, excédant toute prise et toute emprise, dans une existence
et surtout, enfin, qui caractérise quelqu'un comme un existant, et non pas comme un simple étant. Vous parlez beaucoup de la question de l'expérience. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu dans son rapport à l'existence? Ben, le mot d'expérience, premièrement, est polyvalent. En général, on appelle expérience, disons, une sorte d'apprentissage de l'objet. Mais dès que je parle d'objet et d'un sujet en apprentissage auprès de lui, je me présente déjà devant un monde élaboré, devant du préconstruit, un monde à l'état construit. Or, un être n'existe pas à l'état construit. Pas plus qu'un poème ou qu'une sculpture, une architecture. Elle est justement, finalement, je dirais qu'un artiste est surpris par ce dont il vient de se faire co-responsable et qu'il se découvre d'ailleurs incapable de créer. Il ne peut pas. Comment s'intéresserait-il d'ailleurs à ce qui est déjà en lui-même, tiré de lui-même, déjà tout fait? Vous comprenez? Il n'y a aucune liberté dans cette condition. Donc, expérience, il faut bien voir que déjà, il faut prendre les mots. Bon, nous, on emploie le mot latin, experientia. Mais déjà, le mot grec, emperia, avait un autre sens. Le mot allemand, Erfahrung, ils ont tous la même racine. La racine père. Car le phare germanique, c'est le père. Le latin, c'est la même racine. Et pourtant, vous voyez, comme ça donne lieu à disons, des modes d'être tout à fait différents. Experiencia. On est déjà sorti, on est en dehors, on bat. Emperia. C'est une traversée avec M qui marque l'intériorité. Dans Erfahrung, le R marque une action confective qui rassemble, on peut dire, des phases d'un parcours, qui les rassemble à Erfahrung. Et ce parcours, il s'agit de savoir ce qu'il est, où il a lieu. Si c'est un parcours entre des objets, si c'est le parcours d'un paysage qui se dévoile, ou si c'est le parcours dans le temps d'une existence. Et donc le mot expérience, n'est-ce pas, laisse échapper dans l'usage le plus fréquent l'épreuve, pas que la racine grecque, path, comme de pathos, le pathique, qui est un moment, disons, un moment communicatif. Communication qui vous met au ton d'une chose, d'un événement, d'une situation, comme en musique, on s'accorde à un ton. Pathos s'accorde à un... Oh, je suis toujours déjà accordé à un ton, à un climat, à une climatique, à une thymique. Je ne suis pas accordé au même ton dans la pleine lumière, dans l'obscurité ou dans la pénombre. En architecture, le jeu de la lumière et de l'ombre, c'est un jeu de tonalité de l'existence. Fait, dans une église romane,
je ne suis pas au monde selon la même tonalité que dans une église gothique. Donc, pour ce cas, je préfère ce mot épreuve, qui est en un sens aussi probatoire, qui est en un sens aussi nécessaire. Je ne dis pas initiatique parce qu'il n'y a pas de système au départ, mais initié à ce qui n'est pas encore. Est-ce qu'on pourrait dire que dans cette épreuve de l'architecture, elle est médiatrice dans l'autorévélation? Sûrement, bien que le mot médiateur introduise, disons, précisément une médiation. Et une médiation implique toujours, tout au moins depuis ça, que Hegel l'avait formulé, une négation qui est ensuite reprise. Mais je crois que c'est beaucoup plus fondamental encore qu'une médiation. Pas en musique. Le rapport de la motricité et de la sensorialité, du s'émouvoir et du sentir, est au fond n'a pas de relais. Je veux dire que le sentir structure l'espace moteur dans lequel je vais réaliser mes mouvements. C'est une chose que Strauss avait très bien étudiée dans les formes du spatial, marquant que justement il n'y a pas l'intervention logique ou l'intervention théorique ou le calcul que vous voulez. Je ne suis pas devant un immédiat qu'il s'agit de médiatriser. Je suis dans une proximité. Et dans l'espace proche, pas la communication avec le lieu n'exige aucun calcul, aucune opération intermédiaire. Immédiat. Et le mot immédiat, je dis encore, ça veut dire absence de médiation. Alors je n'emploierai pas le mot immédiat. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup d'autres à la disposition. Mais je veux dire qu'ils sont intérieurement articulés l'un à l'autre. C'est l'articulation interne réciproque. Par où on rejoint d'ailleurs des expressions culturelles très différentes, car il y a bien de cela aussi dans l'idée chinoise de mutation, qui est on peut dire, oui, qui réalise l'identité intégrale et réciproque des contraires qui sont en change mutuel. Parce qu'ils sont déjà articulés intérieurement l'un à l'autre. Et je pense que cette puissance d'articulation est une des puissances les plus fondamentales de l'existant, n'est-ce pas, articulée. Vous voyez, mais simplement, qu'est-ce que la parole? C'est Kérény qui l'avait défini comme articulation phonique de la réalité. Parce que ça implique en même temps de paradoxal. Comment peut-on articuler le réel par un son? Mais c'est que le besoin d'articulation est un besoin
humain premier. C'est l'origine du langage, n'est-ce pas, qui suppose qu'un homme se découvre homme lorsqu'il découvre qu'il a à dire et qu'il découvre en même temps le dire, son dire et le à dire, les deux. C'est vraiment l'ouverture même. C'est toujours, n'est-ce pas, le moment de l'ouverture est le premier moment d'exister. L'homme ne parlerait pas si, mais même le plus humble, mais pas, même dans le premier, dans le cri déjà. Non pas le cri qui émane, qui exprime une douleur, mais le cri lancé en appel, le cri hors de soi, le cri qui convoque un lointain, un événement en train de passer et dont on pressent qu'il est porteur d'être. C'est l'articulation à l'origine de l'art. Assurément. Assurément. C'est à l'origine, je dirais, de tout l'humain. Et voyez, enfin, comme qu'est-ce que c'est que l'architecture, l'articulation dans l'espace? Je ne dis pas qu'il s'agit d'articuler un espace déjà là, comme pour les installateurs, mais c'est articuler un espace qu'on est en train d'instaurer. Instauration et articulation de l'espace ne peuvent aller l'un sans l'autre. En même temps, vous articulez le mouvement de ceux qui vont se trouver entrés dans cet espace. Donc vous réglez à la fois l'entrée, le parcours, la sortie, et qui ne laissera jamais place à l'oubli. Quand on est entré dans certains espaces, pas moi, l'espace de Sainte-Sophie de Constantinople reste absolument présent à moi, même celui de Torcello, ou celui d'une église romane, est toujours particulière, hein? Toujours l'unicité. Il n'y a que là. On ne peut pas se remplacer. D'abord, l'islam a tenté d'instaurer à Constantinople des mosquées plus ou moins à l'image de Sainte-Sophie, comme la mosquée bleue. Mais il leur manque l'unique. Et je prends la mosquée bleue parce que, vraiment, le bleu a quelque chose d'uni, mais l'espace se retrouverait celui d'autres mosquées, tandis qu'à Sainte-Sophie, je ne vois pas, il n'y a pas d'équivalent. On ne pourrait pas comparer aussi, dans ce sens, la mosquée du vendredi à Ispahan avec la mosquée du Charbas du 17e qui est toute bleue, alors que la première est dans les ocres et des proportions plus massives d'ailleurs. Mais... Oui, c'est possible, bien sûr. Mais je veux dire que moi, je voyais l'espace interne visible dans des imitations finalement inconscientes, mais secrètement volontaires, comme était cette mosquée bleue, et qui n'atteint pas, qui s'est voulu d'ailleurs en un sens plus, comment dirais-je, plus raffiné, puisque il n'y a pas de mur, il y a des coupoles des quatre côtés, tandis que Sainte-Sophie a 2 murs et 2 coupoles, d'où la chose capitale, c'est la dissymétrie. Or, comme
disait Pierre Curie, la dissymétrie est au fondement du phénomène. Celle-là, que même quelquefois en mathématiques, mais en tout cas en physique, c'est là. Et en art, la symétrie est morte. C'est Roger Caillois qui avait écrit un petit livre sur la symétrie et dissymétrie dans les êtres vivants. Et donc, il y avait tout continuellement Comment? Roger Caillois. Ah oui. L'organisation des crabes symétriques qui tend toujours à une dissymétrie qui se rééquilibre dans une nouvelle symétrie. Oui, oui, oui. Continue. Oui, oui. Seulement dans l'art, il n'y a pas de va-et-vient. Ça se joue là, une fois, ailleurs, une autre fois. Mais la symétrie, ça ne se récupère pas dans la symétrie. Ça se récupère dans la mouvance spatialisante. Parce que l'espace est le lieu même de l'existence. Enfin, je veux dire, l'homme est un être spatial, dit Heidegger, mais encore faut-il bien voir en quoi, non seulement parce qu'il ouvre de l'espace, dans la mesure où il est au monde, il ne peut l'être qu'en ouvrant de l'espace. Ce qui explique d'ailleurs que nous n'arrivons jamais à saisir la surface. Même si je pense Parquet, Dalle, il a toujours sa tension en profondeur. Il n'y a jamais la platitude. C'est exactement. Évoluer entre des murs plats détermine immédiatement une agoraphobie, qui n'est pas l'angoisse de l'espace, mais qui est en réalité l'angoisse du rabattement, de la limite absolue, qui est la négation de la transcendance, du dépassement. Lorsqu'on pose la question de l'éthique, en fait, on est toujours ramené à la singularité, à des situations singulières, comme dans l'esthétique. Est-ce que ça a du sens de parler d'une éthique autre que singulière, que du sujet? Est-ce que ça a du sens de parler d'une éthique, par exemple, pour une civilisation, comme le fait Jonas pour l'âge technologique? Comment? Par exemple, Jonas, parce qu'il dit que il y a une grande question aujourd'hui qui est quelle éthique pour une culture technologique, pour une civilisation technologique? Est-ce que l'éthique a du sens d'un point de vue politique? Mais non, l'éthique suppose nécessairement une présence et de l'autre et de moi. Et l'éthique, au fond, c'est bien finalement même ce que disait Schelling quand il dit soi. Et sinon, on entre dans un système dans lequel on est. L'éthique n'existe qu'à se créer perpétuellement, comme l'existence. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont tout simplement des règles de circulation. Ah non, ça c'est toujours cette fausse universalité de l'objet. Hein. Non, il faut affronter les résistances et les puissants, il faut articuler. Justement, hein. Il ne faut pas oublier, Braque avait dit ça à propos de l'art. Il disait, quand il opposait construire et bâtir,
construire, dit cette assemblée des éléments homogènes. Bâtir, c'est lier des éléments, il aurait mieux fait dire des moments hétérogènes. C'est ça. Ah non, de l'homogénéité, la symétrie, etc. Et Dieu sait, l'uniformité, enfin, c'est la fabrication en série quoi, de l'homme. Je vois toujours là, le poste de télévision maintenant. Mais il devient. Je trouve même ça très scandaleux. Comment? J'ai transmis à Chris un petit opuscule sur une architecture qui figure tout à fait cette conformité de réduire l'homme à un standard. Oui, c'est ça. Et à vider de son contenu en même temps. Bien sûr. Non, il n'y a rien de plus facile à administrer qu'un univers de robots. On les administre, on ne les gouverne pas. C'est la dernière, finalement, remarque, parce qu'en fait, c'est très difficile de poser la question éthique. Nous, on tourne autour de cette question de l'éthique et de l'esthétique depuis de nombreuses années. Alors, c'était peut-être vous redemander de façon très, très simple en quoi l'éthique n'est pas une morale, et d'autre part... Oui. Maintenant, je vous dirais que le mot de morale n'a pas non plus le sens qu'on donne. Hein, on dit une morale, ça devient un code. C'est pas ça. Quand Kant, on peut dire, fonde la morale, elle lui donne son fondement, hein, il dit tout de même, c'est tout de même agir de telle sorte que ton intention, l'intention de ton action puisse devenir loi universelle pour une nature. Mais, c'est-à-dire que la morale ne naît de rien, pour Kant, que de l'homme qui se découvre raison et législateur. Mais c'est chacun qui finalement est législateur et législateur de lui-même. Que maintenant, il y a des rapports de communication avec d'autres, ça pose le problème de l'altérité, de la communication avec l'autre. Le problème, on peut dire, disons, du entre. Sont les deux moments, disons, de l'éthique et de la vraie morale. C'est-à-dire, chacun est en même temps le entre où il est avec. L'avec fait partie de lui. Mais il ne peut pas disposer, je veux dire. Je ne peux pas insérer les autres dans mon projet de monde. Ils ont chacun le leur. Mais c'est donc pas dans un projet, c'est dans une rencontre. C'est la rencontre qui constitue le moment de la seule unité entre chaque autre et moi. Parce que déjà, quand on dit les autres, on les a déjà réduits à la masse. C'est toujours un moment unique, une situation critique. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais évidemment, les actes moraux, premièrement, faire attention que la vie se compose pour une grande part d'habitudes. Il y a très peu d'événements réels. Il y a très peu de rencontres réelles.
mais elles sont décisives. Elles engendrent le bien ou le mal. C'est donc là qu'il faut absolument porter l'accent. Évidemment, chacun veut se désister de lui au nom de la morale. C'est le contraire. Il en a la charge, et la charge de lui-même en elle. Et celle aussi de l'autre, de chaque autre, avec lequel il entre en communication. Mais justement, on dit rentrer en contact aujourd'hui. C'est presque une expression de la vie économique. Oui. Merci beaucoup.